Bienvenue dans ce Tech Talk. Voilà. Mon dieu, tous les onglets. Non, bah, c'est ça. Bon, donc on commence avec Twitch, qui va commencer à autoriser la diffusion des vidéos et du stream en 1080p à 60 images par seconde. Donc vous voyez que c'était... Enfin, vous savez certainement que Twitch, pour l'instant, c'était vraiment optimisé pour du 720p 60 fps. C'est-à-dire que tous les streamers sur Twitch, quasiment 95% des streamers sur Twitch, jouaient en 720p 60 fps et diffusaient en 720p 60 fps parce que Twitch était optimisé pour ça et marchait vraiment le mieux pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont allés sur YouTube, parce que YouTube proposait du 1080p 60 fps et même du 1440p 60 fps pour le stream. Mais du coup là, il semblerait que Twitch va commencer à ajouter des options un petit peu de transcodage pour pouvoir autoriser le 1080p 60 fps en qualité source. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Heureusement ils évoluent, et puis je pense qu'on va avoir de plus en plus de streamers streamer en 1080p. Je pense que tous les gros streamers vont se mettre à streamer comme ça. Et c'est quand même pas mal, parce que quand t'as la possibilité de regarder un truc en 1080p 60 fps, c'est sûr que moi quand je mettais en plein écran sur Twitch, bah 720p sur un écran 2K, ça me faisait un peu mal au cul quoi. En 1080p ça sera déjà mieux. Bon, on continue avec les processeurs Ryzen et leurs performances qui sont améliorées, il semblerait, ou qui vont être améliorées avec des nouveaux BIOS. Donc en fait, AMD va sortir de nouveaux BIOS, ou plutôt AMD, indirectement, les constructeurs de cartes mères, donc Gigabyte, MSI, Asus, etc., en partenariat avec AMD, vont sortir des nouveaux BIOS pour les CPU Ryzen qui sont censés améliorer les performances de ceux-ci. Donc, ils avaient, enfin, on va en parler un petit peu après, ils ont montré les nouvelles performances de ces BIOS-là sur certains jeux comme Ages of the Singularity, où ça apporte pas mal de performances en plus. Donc, les BIOS vont arriver courant avril, on ne sait pas encore quand, mais vont censés améliorer les performances. Donc, généralement, ça apporte pas mal de corrections au niveau de l'interface entre le processeur et la RAM, au niveau aussi il y a pas mal de corrections de bugs qui sont mises en place, etc. Et en plus, il corrige le bug de l'High Precision Event Timer, dont on avait parlé la dernière fois, qui ralentissait potentiellement les processeurs de chez AMD. Donc c'est une première optimisation, il y en aura d'autres qui vont suivre, mais c'est déjà cool de voir ça. Donc on va continuer sur le même sujet, c'est juste que j'ai d'autres news qui concernent encore les performances de ces processeurs AMD, qui montrent des performances améliorées de 7 à 30% avec des jeux qui seraient optimisés Ryzen. C'est-à-dire qu'on en parlait également la dernière fois, le problème de Ryzen, c'est que par exemple, vous avez beaucoup de cœurs sur Ryzen. Vous avez 8 cœurs sur les Ryzen 7, vous aurez 6 cœurs sur certains Ryzen 5 et 4 cœurs sur d'autres Ryzen 5, mais là les 8 cœurs du Ryzen 7 sont répartis dans deux modules de 4 cœurs chacun. Et en fait, ce qui posait problème, c'est que la connexion entre ces deux modules était limitante pour la puissance de calcul. C'est-à-dire que s'il y avait un calcul qui se passait sur le module 2 en parallèle d'un calcul qui se passait sur le module 1, mais que ces deux calculs avaient besoin d'échanger des informations, et que ça s'était fait beaucoup de fois, et ben la vitesse du bus entre les deux modules et la bande passante de ce bus-là était parfois limitante pour échanger les informations entre les deux modules et les cœurs. Ce qui fait que ça limitait les performances. Et au niveau des jeux, c'est ça qui impactait négativement les Ryzen 7 sur les jeux par rapport aux processeurs Intel qui, eux, regroupaient tout sur le même bloc, en gros. C'est pour faire simple. Hein. Et donc, du coup, ils disaient, bah oui, mais c'est parce que les jeux prennent pas encore en compte l'architecture Zen au complet, et que du coup, il y a des calculs qui s'effectuent un peu sur n'importe quel cœur. Alors que si on optimisait les jeux pour que les calculs s'effectuent seulement sur un des modules, bah on n'aurait pas besoin d'échanger des informations avec l'autre module. Donc le bus de connexion entre les deux modules ne limiterait plus les performances. Du coup, il disait, bah voilà, ça va être un travail des développeurs d'optimiser un petit peu les jeux. Et on sait depuis X années, enfin peut-être pas X années, mais 1 ou 2 ans, que Ages of the Singularity, c'est le jeu phare de AMD pour montrer les performances de leurs processeurs et de leurs cartes graphiques.
parce que c'est un jeu qui marche extrêmement bien sur AMD, sur les plateformes AMD. Donc là, les mecs ont bossé sur le code de ce jeu-là et ont essayé de l'optimiser un petit peu pour les processeurs AMD, et apparemment, eh ben, ça augmenterait pas mal les performances. On a eu des gains en performance allant jusqu'à 30% sur le Ryzen 7 1800X avec une GeForce GTX 1080 et de la DDR4 à 2666 MHz. Donc en Full HD, donc c'est un petit peu presque, c'est un peu ce que vous voyez, hop ici, un petit peu ce que vous voyez ici. Donc on a l'ancien Ryzen 7, enfin l'ancienne version du jeu avec le Ryzen 7 ici, et la nouvelle qui passe genre de 35 à 40 fps. Ce qui fait grosso modo 30% de performance en 30%. Non, 16% de performance en plus en 1080p avec un preset hop normal et et ici c'est dans quel cas? Ah, c'est avec le CPU test et l'autre c'est GPU test. Voilà. Alors, bref, des performances en plus juste en optimisant le code du jeu. Bon, je vous avouerai que les Core i7 ont également gagné des performances en plus, comme vous pouvez le voir. Attendez, hop, j'essaie de caler ça. Les i7 ont également gagné 1 FPS en performance, mais vous voyez que ça fait vraiment un gros travail par contre sur les processeurs AMD, sur le Ryzen 7 qui lui gagne 16%. C'est quand même non négligeable. Donc on continue encore, hey, c'était pas la bonne. On continue encore sur cette lancée ça. Sur cette lancée, oui, j'utilise un mode mic, tout à fait. Donc on continue encore sur cette lancée. C'est toujours la même news. C'est un petit peu, c'était un petit peu plus d'informations. Donc vous voyez qu'ici ça a été fait, donc tous les tests ont été faits par Tom's Hardware. Là c'est relayé par WCCF Tech. Donc voilà, 35 fps en average, on passe à 40, c'est quand même pas dégueu. Bon, on va parler un petit peu de Vega. Vega. Prochaine carte de chez AMD encore. On parle toujours d'AMD. Et oui. Donc, Vega devrait arriver très prochainement. Très vite. Avec de la HBM2. Donc, la High Bandwidth Memory de deuxième génération. Donc, on avait eu la HBM1 sur certaines des cartes AMD précédentes. Je pense que c'était les RX. C'était les RX combien déjà? RX Fury. C'était sur les Fury X. C'était sur les R9 Fury et R9 Fury X qu'on avait de la HBM. Et là, on passe sur de la HBM2 à 4 Go ou 8 Go dépendamment des cartes. Donc, voilà un petit peu près la gueule des chipsets Vega avec la HBM2. Et ils vont arriver en premier temps, les chipsets Vega semblent arriver tout d'abord sur notebook apparemment. Enfin, peut-être pas en premier, mais ils vont arriver sur notebook aussi, et aussi sur PC. Et ça va arriver, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ça va arriver certainement, peut-être pas fin avril, mais peut-être courant mai, je pense. Ça va sûrement arriver courant mai. Donc on n'a pas non plus masse news là-dessus. On sait juste que Vega 10, qui eux sont pour les PC fixes, ça va avoir au moins 4096 processeurs de calcul, des puissances à 12,5 teraflops, voire 25 teraflops. Je pense que ça c'est du FP32 et ça c'est du FP16, avec 8 Go d'HBM2, une bande passante de 2048 bits, 512 Go en vitesse de bande passante, et puis un TDP inférieur à 250 watts, mais ça sera le haut de gamme, le haut de gamme des RX 500 de chez Vega. En attendant, on a certaines cartes qui sont les RX 580 et RX 570 qui ont été dévoilées. On a les premières photos de ces cartes-là. Donc ça, c'est encore du Polaris. C'est pas du Vega.
c'est encore du Polaris. C'est là où c'est un petit peu mélangeant. C'est qu'on attend Vega, et on se dit ouais, Vega ça va être les RX 500, mais de l'autre côté, AMD va sortir les RX 580 et 570 qui sont basés sur du Polaris 10. Donc c'est basé sur des chipsets Polaris 10, donc c'est les mêmes que les RX 470 et RX 480. C'est juste qu'ils ont augmenté les fréquences d'horloge. C'est-à-dire qu'on va regarder, vous allez voir, donc là vous avez les premières cartes, vous avez la RX 580 avec le ventilateur de base, hein, un PCB qui est assez court. On voit un connecteur 8 pins, donc la carte va pas consommer trop, je pense, d'un point de vue puissance. Au niveau de la VRAM, généralement, je pense que ça va rester pareil. Ça sera toujours 8 Go de GDDR5. Et pareil, on a la RX 570, donc un petit peu plus petite encore, mais toujours sur le même design que la RX 580. Et donc là, ce qu'on sait sur ça, là, c'est que ça va juste être des rebrands des cartes précédentes. C'est-à-dire que si vous regardez la 580, c'est grosso modo la même que la 480, mais avec une fréquence un petit peu supérieure. La fréquence là, on passe de 1266 à 1340. On garde encore la même fréquence au niveau de la mémoire, le même nombre de processeurs, etc. Et c'est la même architecture GPU. Et c'est pareil pour la RX 570, qui est une RX 470 rebrand et un petit peu overclockée. On n'a pas trop d'informations sur la RX 550, qui est la nouvelle de la gamme. Et la 560, c'est la même histoire encore que la 460. Le stream lag par moment. Je suis désolé, c'est ma connexion. Mais j'y peux rien. Alors c'est sûr que augmenter de 100 MHz, c'est pas mal. Surtout qu'ils vont garder grosso modo les mêmes prix. Donc ça va être à peu près les mêmes prix. Donc les prix vont pas changer. Donc vous aurez des cartes un petit peu plus puissantes pour le même prix. Mais c'est drôle parce que tout le monde attend Vega, genre avec impatience. Et ils sortent des cartes qui sont en fait basées sur Polaris 10. C'est-à-dire que je pense que les gens qui ne s'informent pas vont dire « Oh, trop bien, les nouvelles cartes Vega sont sorties. RX 580. » Non, non, les RX 580, mec, calme tes ardeurs. C'est du Polaris. Vega, c'est pas encore ce chipset-là. Et je pense que Vega va être réservé au RX. Je pense s'ils la sortent ou s'ils la sortent pas, enfin je pense qu'ils vont la sortir, ça va être de la RX 590. Il y a moyen qu'ils sortent une ou deux cartes Vega qui soient de la RX 590, ou peut-être qu'ils vont sortir des cartes, pareil, comme ils avaient sorti les R9 Fury, ils vont peut-être pas reprendre les mêmes noms. Ça va peut-être pas être RX 500, ça va peut-être être RX Angel. J'ai dit un nom au pif, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc, en attendant, on aura la mémoire de ces cartes Vega, justement, des RX Vega qu'on attend vraiment, on les attend quoi. Donc mémoire HBM2. Donc je reprécise, HBM2 c'est High Bandwidth Memory. Donc ça veut dire mémoire à haute bande passante. Donc c'est à dire que c'est une mémoire qui peut échanger beaucoup d'informations, beaucoup plus que la GDDR5X. Donc le seul problème de cette mémoire, souvent, c'est qu'elle était beaucoup moins rapide. C'est-à-dire que vous aviez une énorme bande passante, mais des vitesses de mémoire beaucoup plus faibles que la GDDR5. Alors que la GDDR5 pouvait avoir des vitesses mémoire très hautes. C'est-à-dire que pour la GDDR5, vous êtes souvent à 1200 entre 800 et 1200 MHz par bloc mémoire, ce qui fait que vous avez des GPU qui tournent avec des fréquences mémoire qui sont à genre 7000 MHz, 8000 MHz, alors que à la mémoire HBM, vous étiez genre bien en dessous. J'ai pas les chiffres en tête, mais vous étiez bien en dessous. Et il semblerait que la mémoire HBM2 rattrape un petit peu son retard et commence à être pas mal plus rapide. Donc, il y aurait au final la version 4 Go de la mémoire HBM2 offrirait une bande passante mémoire qui serait similaire à celle des 11 Go par seconde de la mémoire GDDR5X. Des 11 Go, soit de l'ordre de 484 Go par seconde. Ce qui est quand même plutôt pas dégueu.
J'attends vraiment la HBM2. Je pense que la HBM2 c'est le futur. C'est le futur. Bon, ensuite on va parler d'Intel. Ah, du coup, après toutes les nouveautés, Nvidia ou AMD? J'en ai aucune idée. Les deux commencent à être très bons. Hein. Les deux commencent à être très très bons. C'est-à-dire que AMD va sortir des cartes qui vont être excellentes, je pense, avec Vega, mais Nvidia va aussi sortir des cartes qui vont être excellentes avec Volta. Puis la 1080 Ti, mec, c'est un monstre aussi. C'est un monstre. Bon, les Intel. On va avoir des nouveaux processeurs de 8ème génération en Kaby Lake, encore une fois, qui vont toujours être gravés en 14 nanomètres. Ça sera les derniers processeurs, la dernière génération de processeurs Intel gravés en 14 nanomètres. Donc c'est ça. Donc prochaine génération Intel, la 9ème, enfin prochaine, après celle-là quoi, ça sera du 10 nanomètres. Donc je pense qu'ils ont un petit peu de mal pour l'instant à sortir la gravure en 10 nanomètres. Enfin, peut-être pas à sortir la gravure, on peut déjà graver des choses en 10 nanomètres. C'est juste qu'ils essayent de retarder peut-être au maximum la sortie des processeurs gravés en 10 nanomètres parce que bon, eux ça leur coûte plus cher, etc. etc. Mais du coup, ils vont sortir une 8ème génération de pros gravée en 14 nanomètres. Donc voilà. C'est un petit peu dommage. Je m'attendais à une 8ème génération en 10 nanomètres, mais bon. Ça va être un espèce de Kaby Lake refresh qui va sortir au courant de l'année 2017. Voilà, voilà. Donc, on ne sait pas encore les puces qu'il y aura, qu'il y aura dans Kaby Lake. On ne sait pas si ça va être du 8700, etc., etc. Mais il va y avoir d'autres processeurs AMD, Intel qui vont sortir cette année. Puis en parlant d'autres processeurs Intel qui vont sortir cette année, on en a un qui a été repéré, qui est le 7740K. Il a été repéré dans une base de données de Csoft, qui est certainement... je sais pas ce que fait Csoft. Je sais pas si c'est un mec qui fait des drivers, un mec qui envoie des pros, etc. etc. Et il serait accompagné d'une carte LGA 2066, donc avec un socket 2066, intégrant un chipset Intel X299. Donc en gros, ça annonce l'arrivée prochaine des nouveaux sockets X299 de chez Intel qui viennent prendre la suite des sockets semi-professionnels X99. Et ça annonce aussi le premier processeur pour cette plateforme-là qui serait un i7 7740K. Donc apparemment, ça serait un quad-core qui gère la mémoire en double cannelle avec un TDP de 112 watts. Ce qui est un petit peu étrange parce que généralement sur les plateformes X, donc X99 et la prochaine X299, Intel n'a sorti que des processeurs avec plus que 4 cœurs. C'est-à-dire que le premier processeur que tu pouvais choper sur la X99, c'était un 5820K qui avait 6 cœurs. Donc je trouve ça un peu bizarre qu'ils sortent un i7 7740 avec 4 cœurs et qui supporte seulement le dual channel et pas le quad channel. Mais ils veulent peut-être essayer de toucher plus de personnes avec ce chipset là et ne pas se réserver que aux professionnels. Donc voilà. Et apparemment ce petit i7 se placerait un petit peu au niveau du ouais, se placerait au niveau du R5 1600 d'un point de vue des performances. Donc il aurait à peu près les mêmes performances qu'un R5 1600 de chez AMD. On parle de Samsung. Samsung qui sort un écran pour cinéma, un écran géant OLED en 4K pour les salles de cinéma. Donc il faut savoir que les salles de cinéma, avant, je pense que je vous apprends rien, mais c'était pas des écrans. Enfin, c'était des projecteurs qui projetaient l'image sur un écran. C'était pas des écrans de télé, enfin comme vous avez chez vous, quoi. C'était pas du tout le même principe. C'est-à-dire que vous aviez un écran immense et vous aviez un projecteur très haute résolution. C'est des projecteurs très spécifiques qui vont vous projeter l'image sur votre écran blanc, grosso modo. Après, il y avait différentes technologies au niveau des projecteurs. Certains fonctionnent en IMAX et du coup, ça prend des bobines spéciales et des formats de films spéciaux qui sont en IMAX, qui sont en très très haute résolution. D'autres, c'est des formats standards, etc., etc. Mais il semblerait que du coup, Samsung essaye un petit peu de s'attaquer aux salles de cinéma et
offre une alternative au vidéoprojecteur traditionnel dont je vous parlais juste avant. Donc ça s'appelle le Cinema Screen et c'est un écran à rétroéclairage LED du coup qui fait 10 mètres de diagonale. Le truc fait quand même 10 mètres de diagonale. Donc c'est extrêmement grand. C'est aussi grand presque qu'un écran de cinéma quasiment. Il y a des écrans de cinéma je pense qui font un petit peu moins que ça dans certains petits cinémas de campagne. Mais ça fait 10 mètres de diagonale et ça a une résolution 4K. Donc la taille, c'est sûr que vous allez jamais retrouver ça dans un grand cinéma, parce qu'au niveau de la taille, c'est encore très limité, c'est-à-dire que 10 mètres de diagonale, c'est immense, mais par rapport à ce que font certains cinémas où tu as des écrans qui font 25, 30, 40, 50 mètres de diagonale, peut-être pas 50, j'exagère un peu quoi. Quoique certaines salles d'IMAX, à mon avis, tu as des écrans qui sont quand même gigantesques. Enfin, gigantesques. Qui sont très grands. Donc, éclairage LED, on sait pas grand chose encore sur la technologie. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est la définition 4K. C'est-à-dire que vous avez quand même... C'est bien, la 4K c'est cool. Mais je veux dire, nous on est sur de la 4K sur 28 pouces, 32 pouces, à la limite sur des télés 50 pouces, tu vois, ça fait des télés qui font 1 mètre de diagonale. Voilà quoi, 1 mètre, 1 mètre et demi de diagonale, t'es sur de la définition 4K, t'es bien. Sur un écran de 10 mètres de diagonale, je sais pas si ça va vraiment rendre très bien d'être en 4K. Je pense que la qualité va être moins bonne, beaucoup moins bonne qu'un écran de cinéma classique et qu'un vidéoprojecteur traditionnel de cinéma. Donc, après apparemment les écrans auraient une très bonne couleur. Ça serait supérieur à ce qui est imposé dans les cinémas à l'heure actuelle. Donc ça serait des vidéos HDR avec les technologies HDR, donc High Dynamic Range, donc qui proposerait une gamme de couleurs supérieure aux standards actuels des salles de cinéma, et un contraste qui serait presque infini. Ouais d'accord, bon, un contraste énorme du coup. Et il y aurait une meilleure uniformité de l'image, il n'y aurait pas de distorsion à cause de l'optique des vidéoprojecteurs. Je vous avouerai que je ne sais pas encore quoi en penser, mais on verra ce que ça donne. Ils vont certainement faire une présentation, etc., vendre le produit, et puis tout, il y a certainement des gens qui vont l'essayer. Le truc bien, c'est que forcément, il n'y a pas de bord. Donc ça, c'est normal. Ils ne pouvaient pas faire un écran de cinéma avec des bords, sinon ça aurait été dégueulasse. Bon. Ensuite, on va parler un petit peu de la DDR5. La DDR5 qui a été presque annoncée, pas tout à fait, je vais changer de... Hop là. Donc la DDR5 qui a été annoncée par l'association qui gère les spécifications mémoire, donc qui gère les standards de mémoire, qui s'appelle la JEDEC. Donc, alors attends, je regarde juste si c'est pas... Je regarde juste si c'est pas une fausse news, parce qu'elle est sortie quand même le 1er avril, donc faut se méfier. Mais j'avais déjà parlé de la DDR5 il y a un moment, et il semblerait que ça arrive un petit peu plus tôt que prévu, que les spécifications et que les standards vont bientôt être finis d'être écrits, et que du coup, on sait un peu quels seront les minimums requis pour la DDR5, qui apparemment aura une bonne passante qui sera doublée par rapport à la DDR4. Et de la même façon, on aura aussi les modules de RAM, la densité des modules de RAM qui sera doublée, histoire de pouvoir mettre plus de mémoire sur moins de place. Voilà. Et une consommation électrique en baisse. Donc il faut savoir qu'au niveau de la DDR4, les spécifications ont été arrêtées en 2012 et que la DDR4 commence à vraiment se développer depuis l'année dernière, je trouve. Donc ça s'est arrêté en 2012, les spécifications ont été arrêtées en 2012 et la DDR4 a vraiment commencé à avoir son essor en 2015-2016. Donc c'est quand même 3-4 ans après. Donc ça va être un petit peu près le même principe avec la DDR5, c'est-à-dire que là, s'ils arrêtent les spécifications en 2018, il va encore falloir attendre jusqu'en 2022-2025 pour... Ouais, 2020-2021, peut-être 2022, pour que la DDR5 commence à arriver dans nos PC, etc. Voilà. Donc c'est quand même super long d'implémenter un nouveau chipset, d'implémenter des nouvelles technologies, que ce soit de l'USB 4, du PCI Express 4, etc., du Thunderbolt. Il faut écrire les spécifications, après sortir les produits, que les consommateurs l'utilisent et commencent à l'acheter, etc. Donc c'est quand même assez long, mais on sait que la DDR5 est en marche. Ensuite, on va parler du Samsung Galaxy S8. Et oui les amis, je vais rester là-dessus du coup.
Samsung Galaxy S8 et S8 Plus, on a les dates de sortie, les prix et les fiches techniques. Donc forcément, ils ont été annoncés par Samsung. C'était le 26 mars, je crois, quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'était le 26 mars. Donc forcément, on a des téléphones extrêmement haut de gamme. Vous vous en doutez, hein, c'est le haut de gamme de Samsung. Ils ont l'air vraiment bien. Ils coûtent un bras. Je pense que c'est le genre de truc, le genre de téléphone, tu vas l'acheter, tu demandes s'ils prennent les paiements, enfin, pas en nature, j'allais dire les paiements en nature, mais pas dans le sens où vous l'entendez. C'est le genre de truc où tu vas payer et tu demandes s'ils acceptent ton rein ou ton bras en paiement. Toi, genre, t'es genre, et vous prenez les foies aussi ou pas? Parce que bon, le S8 Plus coûte quand même 909 euros. Je crois que le S8 est à... Le S8, je sais plus à combien il est, je pense qu'il est à 800 je crois. 800 et quelques, 850 peut-être. Donc au niveau du S8, on a un écran 5.8 pouces en 1440p, donc WQHD, avec de l'HDR au niveau de la gamme de couleurs, donc High Dynamic Range, un écran Super AMOLED. La seule différence avec le S8 Plus, c'est la taille de l'écran. Sur le S8 Plus, on a un écran de 6,2 pouces, donc plus grand. On a le même processeur, un Exynos 8895 qui tourne à 2.3 GHz. On a 4 Go de RAM dans les deux cas, la DDR4. On a un appareil photo avant avec 8 mégapixels et un appareil photo arrière avec 12 mégapixels. Et je pense que... Je sais pas s'il y a deux... Est-ce qu'il y a deux capteurs photo à l'arrière? Je vais juste chercher une petite image. Samsung S8, juste pour voir. Non, il n'y a qu'un seul appareil photo. Ils ont pas... Oh si, il y en a... Oui, non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Mais il y a une ouverture de 1,7 en focale, ce qui est vraiment génial. Pour les photos de nuit, ça va vraiment améliorer la qualité des photos de nuit. Vous avez 64 Go de base, et vous pouvez mettre des micro SD. La batterie fait 3000 mAh sur le S8 et 3500 mAh sur le S8. Ils ont un scanner d'empreinte digitale, un scanner d'iris et une reconnaissance faciale. Donc là, ils ont mis le paquet sur les fonctionnalités et sur la sécurité en vous proposant empreinte digitale, scanner d'iris et en plus reconnaissance faciale. C'est de l'USB type C, donc ça c'est génial. Il y a du DisplayPort, il y a un jack audio, ils ont gardé le jack audio, c'est encore compatible NFC, donc Near Field Communication, donc ça c'est aussi indispensable je trouve. Ça va tourner sur Android 7. Et voilà, puis ça coûte 900 euros. Voilà, c'est le point quand même principal. Donc, c'est des téléphones qui sont extrêmement puissants, qui ont l'air vraiment d'être pas mal. On a l'appareil photo avant qui propose quand même 8 millions de pixels. C'est génial. L'appareil photo arrière, je m'attendais à avoir plus que 12 mégapixels, je vous avouerai. Ou avoir un double capteur photo, etc. J'étais un petit peu déçu sur ce point de vue-là. Et comme le fait remarquer l'article, pour l'instant, voilà, il y a des nouvelles fonctionnalités, mais il n'y a pas beaucoup de changements. C'est-à-dire que c'est pas un truc révolutionnaire. Je vous avouerai que le fait qu'ils aient enlevé totalement les bords de l'écran sont vraiment pas mal. Je veux dire, moi le truc qui me réjouit le plus, c'est l'espace occupé par l'écran sur les téléphones. C'est-à-dire que vous avez quasiment plus de place en bas, plus de place en haut, et puis vous n'avez pas de bord. Enfin, vous avez un écran borderless sur les côtés. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Et puis le fait qu'ils aient enlevé les boutons physiques sur le bas et qu'ils les aient mis, grosso modo, dans le bas de l'écran, mais en bouton haptique, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment un plus. C'est-à-dire que les trois boutons sont genre là, là et là. Puis c'est pas des boutons physiques, c'est des boutons avec retour haptique, tactile, etc. qui sont un petit peu comme de la même façon que ce que faisait le nouvel iPhone, je pense. Un truc du style. Bref. D'un point de vue performance, évidemment, il y a des gens qui ont rené des benchmarks. Et sur Geekbench ou sur Antutu, des benchmarks pour téléphone, le Samsung Galaxy S8 obtient évidemment les meilleurs scores, hein. C'est le téléphone le plus puissant à l'heure actuelle sur le marché, plus puissant que l'iPhone 7, plus puissant que le Galaxy S7, plus puissant que tout le reste, etc. Bref, aucun doute là-dessus. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même une des fonctionnalités qu'ils ont mis en avant qui déjà apparemment fait défaut. La reconnaissance faciale, ils ont mis ça en avant en étant en mode genre, oh, maintenant c'est votre tête
qui... c'est genre... C'est votre tête qui déverrouille le téléphone. Donc c'est un truc qui se faisait déjà avant sur d'autres téléphones. Mais c'était moyennement sécurisé et puis ça marchait moyennement bien. Puis là apparemment ils l'ont poussé beaucoup mieux. Ils l'ont mis... ils l'ont fait évoluer et ils disaient genre c'est vraiment genre génial. Genre c'est le truc de fou au niveau sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux, etc. etc., etc. Donc le problème c'est qu'apparemment avec une photo, le système a été déjoué. C'est-à-dire que voilà, pour la reconnaissance faciale, Samsung était là, oui, c'est génial. Et en fait, apparemment non. Apparemment, avec une simple photo, vous pouvez bypass le système de sécurité de reconnaissance faciale. Donc, il y a une vidéo qui est sortie, hein, bien évidemment, pour montrer ça. Et on va la regarder ensemble, juste pour voir. Juste pour voir, parce que c'est quand même drôle. C'est quand même drôle. Moi, ça me fait beaucoup rire. Vous, je sais pas, moi, ça me fait beaucoup rire. Genre les mecs sortent un téléphone, ils sont là genre ouais c'est le téléphone de fou et tout. Et puis genre ok voilà genre non une photo te permet de bypass le système de reconnaissance faciale. Was compromised earlier today on the live stream through Periscope by the guys at Marciano phone. Regardez. Et voilà. Bam. Regardez. Il a mis sa face dessus, il a record le truc. Puis genre là, c'est beau, c'est vraiment beau. Voilà. Bref, donc un premier fail pour l'instant pour la reconnaissance faciale de Samsung. On va espérer que le téléphone ne prenne pas feu aussi, ça serait vraiment dommage. Bon, ensuite on va parler de la GTX 1080 Ti. On a pas mal... tous les modèles custom qui ont été annoncés. C'est-à-dire qu'on a toutes les marques qui ont un petit peu annoncé leur modèle custom. Donc je voulais faire le tour un petit peu avec vous. Donc on a du côté de chez Asus bien évidemment. On a l'indétrônable, la Republic of Gamers Strix. Donc 1080 Ti avec 3 ventilos. Le Direct CU3 encore évidemment. Qui va être compatible avec les cartes mères Aura, RGB, etc. etc. Bon bref, comme d'habitude. Elle sera vendue 750$ avec une fréquence de base à 1593 MHz et en boost à 1708 MHz. Donc voilà, vous avez pas mal de photos et tout. Bref, elle est belle. On aura ensuite la Strix, la même, mais en version non overclockée. On aura ensuite la version turbo de chez Asus, toujours. Donc là, un blower, donc une version une version turbine. Donc c'est pas du tout le même refroidissement, c'est sûr. Ça, c'est des configurations qui sont très avantageuses si vous faites du SLI. Au niveau de MSI, on va avoir, pareil, la Gaming X. On retrouve encore une fois le design noir et rouge de chez MSI. La carte est énorme. On a une backplate, etc. Le radiateur a l'air vraiment gigantesque. On retrouve la même en version non overclockée. Donc c'était la Gaming X. Là, on a la Gaming. On va retrouver la Armor OC, bien évidemment. Donc là, design noir et blanc. La Armor simple, donc la même que la Armor, mais en version non OC. Et ensuite, on va retrouver les Seahawk. Donc ça, c'est les versions water-coolées de chez MSI. Et la version Aero OC qui me paraît absolument dégueulasse, comme vous pouvez le voir. Clairement. Puis la version Aero, qui est la même que la Aero OC, sauf qu'elle n'est pas overclockée. Du coup, c'est pas tout à fait la même. Du côté de TGOTAC, on a du lourd avec la PGF Extreme, que je vous présentais il y a un petit moment, qui est genre gigantesque, qui est genre monstrueuse. Et ensuite, on a les versions classiques, donc 1080 Ti, Amp Extreme, Amp Edition. Donc la Amp Extreme a 3 ventilateurs, du RGB, etc. Un gros... un gros radiateur, un PCB qui est refait, etc. Je pense qu'elle prend même, ouais c'est ça, elle prend même 3 slots. Vous voyez comme elle est large. Elle prend même 3 slots PCI Express, c'est-à-dire que le premier slot PCI Express, la carte est branchée. Le deuxième, bah, c'est celui qui est toujours pris. Puis là, en fait, la carte est encore plus large que ça. Ensuite, on a la Amp Edition classique, la Blower. Ils vont tous sortir des Blowers. Et après, on a sur Aorus qui sort la Extreme Edition. Le haut de gamme encore. La même, mais en version gaming aussi, donc avec des fréquences qui sont un petit peu plus basses. Et ensuite, on passe chez Gigabyte avec la Gaming OC, qui est blanche. Et Gigabyte va certainement en sortir d'autres. Hein, parce que là, on n'en a qu'une annoncée chez Gigabyte, mais ils vont en sortir d'autres. Et ensuite, on a EVGA avec la Ford Win 3.
avec leur nouveau refroidissement ICX. Donc elle change pas mal des designs des cartes EVGA for the win de d'habitude. Donc on a 3 ventilateurs à la place de 2 et on a quand même, ça change beaucoup. Si vous avez l'habitude des cartes EVGA, je trouve que le design sur celle-là est vraiment différent. Oh, merci, c'est gentil. Ok, cool. On a ensuite la même, mais en version Elite, avec plus de fréquence au niveau de l'overclocking. Les EVGA, je trouve qu'elles sont vraiment sympas. Je veux dire, c'est un design qui est un petit peu spécial, mais je trouve qu'elles sont quand même vraiment cool. Aorus, c'est Gigabyte. Oh, d'accord, Aorus, c'est Gigabyte. My bad, Aorus, c'est Gigabyte, apparemment. Ah, mais oui, parce que c'est eux qui font les cartes mères, Gigabyte, Aorus. Et oui, effectivement, donc Aorus chez Gigabyte. Donc Aorus, alias Gigabyte, on a les Extreme Edition, les Gaming OC et une deuxième version Gaming OC version blanche. Là, on a la version un petit peu plus classique de ce que vous voyez chez EVGA. Donc la Super Clock 2 avec toujours le refroidisseur ASX. Donc celle-là, je la trouve un petit peu moins belle que celle qu'on avait au-dessus. Ça me gêne un petit peu qu'il y ait des trous partout. Et pareil, en version Elite, qui sera un petit peu plus overclocké que la version de base. EVGA sort 20 000 cartes. EVGA sort 20 000 1080 Ti, j'ai l'impression. Tu nous la présentes pas. Non. Non, 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 non. Bon, ensuite, on va passer sur une news qui parle de The Witcher 3. Et oui, les copains. The Witcher 3, qui a été annoncé grosso modo un petit peu par CD Projekt. Donc la news date du 31 mars. Et le patron de CD Projekt dit que ce serait genre injuste pour les fans que la société ne fasse pas de The Witcher 4. Ils disent que genre vu le succès qu'a eu The Witcher 3 et que comme tout le monde a aimé The Witcher 3, ça serait dommage qu'il n'y ait pas de The Witcher 4. Donc en gros, il a dit le jeu à la base a été conçu comme une trilogie. Donc c'était lors d'une conférence d'annonce des derniers résultats de CD Projekt. Donc qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, genre il y a une semaine, etc. Donc il y a quelqu'un qui a posé une question sur The Witcher, savoir s'il y aura un nouveau The Witcher. Et le mec a dit, donc le PDG a dit, The Witcher a été conçu comme une trilogie. Je suis pas sûr que ce soit une news du 1er avril. The Witcher 4, pas 3. Oui, bon, d'accord, je me suis peut-être trompé, mais non, mais bref. Donc The Witcher a été conçu comme une trilogie. Et une trilogie ne peut pas avoir de 4ème épisode. C'est ce qu'il a dit. Mais comme ils aiment beaucoup l'univers et qu'ils ont investi beaucoup de temps là-dedans, ils vont y réfléchir. Donc c'est possible qu'il y ait un nouveau The Witcher qui sorte. Ça sera peut-être pas The Witcher 4. Il va peut-être s'appeler autrement. Ça sera peut-être pas une suite à la trilogie. Ça sera peut-être autre chose, genre un reboot. Peut-être qu'on incarnera un autre personnage, etc., etc. Mais ils y pensent et ils travaillent là-dessus. Et je ne pense pas que ce soit un poisson d'avril parce que la news est sortie le 31 mars. Sinon, il l'aurait sorti le 1er avril, évidemment. Une news comme ça, il l'aurait sorti le 1er avril. Une tétralogie, ça sonne le 1er avril. Et je suis vraiment pas sûr. Hein, parce que j'ai trouvé plusieurs news qui sont sorties le 31 mars. C'est genre, c'est pas le seul site qui en parle. C'est genre, il y a Gameblog qui en parle, il y a Jeux Actu et il y a encore d'autres sites. Et toutes les news sont sorties le 30 ou le 31 mars. Genre, elles sont pas sorties le 1er avril. Donc voilà. Donc c'est possible qu'il y ait un nouveau The Witcher. Regardez ici. Ça, c'est sorti. La news est sortie. Il n'y a pas la date. La date, où est la date? Puis c'est surtout que, regardez, c'est surtout qu'en plus c'est les mêmes phrases qui ont été quotées par le PDG. Et ça, c'est sorti aussi le 31 mars, c'est pareil. Voilà. Bon. On va parler un petit peu de la Xbox Scorpio qui pourrait être dévoilée très prochainement, c'est-à-dire dans la prochaine semaine. Genre, vraiment très prochainement. Mais ça, je suis pas sûr que ce soit juste. Parce que ça,
C'est sorti le 1er avril. Et je vous avouerai que là, pour le coup, je n'en ai absolument aucune idée et que cette information est à prendre avec des pincettes. Il se pourrait que la Xbox Scorpio soit annoncée très 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 prochainement. Que genre, elle soit annoncée dans 1 ou 2 semaines. Mais le problème, c'est que cette news est sortie le 1er avril. Donc, on ne sait pas vraiment. Genre, en gros, il y a un mec qui a posé une question et le mec a répondu « Next week, on va peut-être dévoiler la Project Scorpio next week. » Sauf qu'à mon avis, ça, c'est pas sûr. Ça, c'est vraiment pas sûr. Les mecs sont là. Amex Rock, c'est un poisson d'avril, etc. Ah, que j'allais le mettre dans ce cas, ça paraît sérieux. Mais en fait, je sais pas, c'est genre même la news sur The Witcher, là, vous me faites douter. Vous allez me dire, oui, GTX Assist, ça a été posté le 31 mars. Oui, mais GTX Assist, c'était vraiment énorme. C'était genre vraiment gros. C'était genre The Witcher 4, enfin, c'est pas The Witcher 4, c'est genre un nouvel opus de The Witcher, ça paraît plus plausible que GTX et G-Assist, tu vois. Bref. On continue avec 3D Mark qui reçoit un support un petit peu limité pour Vulkan. Donc 3D Mark, c'est un outil qui permet de faire des benchmarks. Donc vous pouvez faire des benchmarks sur DirectX 9, sur DirectX 11 en single core, sur DirectX 11 en multicore, sur DirectX 12. Et maintenant, ça supporte un petit peu l'API Vulkan. Donc il y a un support limité pour l'API Vulkan, mais vous pouvez faire des benchmarks en utilisant la nouvelle API graphique Vulkan. Donc grosso modo, tous les gens qui font des benchmarks utilisent 3D Mark à un moment donné. Donc que ce soit Firestrike pour DirectX 11 ou alors TimeSpy pour DirectX 12, etc. Donc c'est cool qu'ils rajoutent un support pour Vulkan, ça permet un petit peu de voir les performances potentielles des différentes cartes graphiques sur Vulkan, chose qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant. On va parler de deux PC portables. De deux PC de bureau, qui sont les premiers gros PC, premier PC gaming, le premier PC gaming Strix de chez Asus, le GD30. Donc c'est le premier. Wow, le son était tellement fort dans mon casque, Kinou. Oh, le son était tellement fort. Oh, ça m'a fait tellement peur, mec. Ah oui, j'ai oublié, j'avais un café. Ah, c'est bon. Merci pour les 20 boules, Kinou. Ils seront bien investis. Ne t'en fais pas. Donc, un premier PC de bureau, ROG Strix de chez Asus. Donc, avec soit un i5 7500, soit un i7 7700. Du chipset H270 jusqu'à 32 Go de DDR4. Ça va au niveau des cartes graphiques, soit d'une GTX 1050 à une GTX 1080, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une GTX 1050, 1060, 1070, 1080. En stockage, vous avez du SSD M.2 et du disque dur. Ça supporte le Wi-Fi, le Bluetooth, vous avez pas mal de connectiques à l'arrière. Il fait quand même 17 kg. 23 cm par 55 cm, donc c'est par 55 cm, c'est quand même une taille assez standard de boîtier. C'est genre un boîtier normal, quoi, pour un format ATX. Par contre, au niveau du prix, on n'a pas encore d'idée du prix. Par contre, ce qui est vraiment avantageux avec ce PC là, c'est qu'il ne propose pas une config préfaite. C'est-à-dire que vous avez quand même le choix entre des i5 et un i7, et vous avez un grand panel de cartes graphiques que vous pouvez choisir. Et je pense qu'au niveau RAM, ça va être pareil, et au niveau disque dur, ça va être pareil. Donc prix et disponibilité, on ne sait pas encore, mais c'est une première initiative de la part d'Asus, et j'espère qu'ils vont faire des prix qui soient pas trop dégueux. À côté de ça, on a Corsair, qui lui lance aussi un PC de gaming, ou pas que de gaming, mais un premier PC de bureau. Donc c'est le premier PC fait entièrement par Corsair. C'est un PC complet, ou plutôt une gamme de PC, parce que pareil, vous avez le choix. Et eux, ce qui focus vraiment, c'est les boîtiers compacts. C'est-à-dire que vous avez un boîtier qui fait 38 cm de haut, qui fait genre 20 cm de large ou 20 cm de profondeur, et 17 cm de large. Donc c'est genre une espèce de toute petite tour, pas très grosse, quoi. C'est vraiment, je l'ai vu, il est vraiment très très compact. Et dedans, vous avez la place pour une carte mère mini ETX en chipset Z270,
Donc c'est un dérivé d'une carte mère MSI. Vous avez un Core i7 7700 ou 7700K, ça dépend ce que vous choisissez. Et vous pouvez avoir une GTX 1070, une 1080 ou une 1080 Ti, 16 Go de RAM en DDR4 et des SSD 2.5 qui vont de 240 à 960 Go, accompagnés ou pas d'un disque dur standard de 1 ou 2 Tera. Donc ce qui est vraiment génial, c'est la construction. Linus Tech Tips a fait une vidéo là-dessus où il le démontait, c'est que tout est changeable, c'est-à-dire que vous pouvez tout modifier, c'est-à-dire que si vous voulez changer de processeur à un moment, vous pourrez changer de processeur à un moment. Si vous voulez changer de carte mère et passer sur une autre carte mère en ITX, vous pouvez le faire. Si vous voulez changer de carte graphique, vous pouvez le faire. Genre tous les composants sont des composants standards, et genre ils ont vraiment fait un gros travail pour réussir à tout mettre dans un boîtier de cette taille-là. C'est genre impressionnant, et le plus impressionnant, c'est qu'au niveau refroidissement, ils ont utilisé 2 water cooling de 240 mm de chaque côté. Donc c'est ce que vous voyez là. Ici vous avez la carte graphique, qui est branchée sur une extension de la carte... la carte mère est à plat comme ça. Genre... comment vous le faire? Elle est comme ça, dans le truc. Et la carte graphique vient se mettre comme ça aussi, parallèle à la carte mère, donc avec une extension. Et là, du coup, ils ont mis un water cooling sur le chipset de la carte graphique, qui est ici, avec un petit ventilateur pour la VRAM. Et là, ils ont un water cooling pour refroidir le chipset de la carte graphique. De l'autre côté, donc la carte mère, vous la voyez là, avec la RAM. Et ben, vous avez aussi un water cooling pour le processeur. Et ces water cooling, donc vous avez un peu des trous d'aération de chaque côté, mais vous avez un ventilateur principal sur le haut, qui lui vient expulser l'air vers le haut, ou qui prend l'air du haut et qui fait circuler l'air pour refroidir ces deux water cooling. Donc c'est là que c'est vraiment génial. Et au niveau de l'alimentation, on a une alim SF 400 watts. Donc c'est une alim de 400 watts, mais ça peut suffire pour pas mal de trucs. Au niveau des prix, c'est assez cher, c'est-à-dire que si vous voulez le modèle avec l'i7 7700 et 16 Go de RAM et la GTX 1070, ça vaut quand même 1800 $. Si vous voulez le modèle haut de gamme avec le 7700K et la 1080 Ti, ça vaut 2600 $. Donc c'est assez cher, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que surtout, ils vendent un truc qui soit genre inédit. C'est-à-dire que jamais vous trouverez ce boîtier nulle part ailleurs, et jamais vous trouverez un truc aussi, pas aussi compact, mais enfin si, quasiment, jamais vous trouverez un truc aussi compact et aussi bien construit, genre aussi bien pensé. Genre vous pourrez pas faire ça chez vous, quoi. Vous êtes obligé de l'acheter si vous voulez un truc qui fait cette taille-là. Et normalement, si tu pourrais changer la lime pour une lime un petit peu plus puissante, mais il faut que la taille reste la même, je pense. Mais tu sais, genre, tu dis que t'espères qu'on pourra modifier la lime. Une lime de 400 watts, sur le modèle avec une 1080 Ti et un 7700K, ils arrivent quand même à mettre une lime qui suive pour faire tourner ça tranquillement. Donc... je pense que c'est quand même genre... tu sais, il faut savoir que 400 watts, 500 watts, ça peut suffire hein, d'aller en alimentation hein, pour quasiment n'importe quoi. Bon, ensuite, on va parler de SpaceX. Donc là, on change totalement de registre et on parle d'espace et d'Elon Musk et de SpaceX, société spatiale révolutionnaire qui change tout, qui a réussi jeudi soir à lancer avec succès, donc ils ont relancé avec succès depuis Cape Canaveral, la fusée Falcon 9 dont le premier étage avait déjà volé. Donc en gros, ça avait été déjà une grosse news pour l'industrie aérospatiale, la fois où la société SpaceX avait réussi à lancer une fusée et à récupérer un des étages entier. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi à récupérer, l'étage n'avait pas été genre détruit, il était réutilisable. Ils l'avaient récupéré, etc. La seconde étape pour ça, c'était de vraiment genre recycler cet étage qui avait été récupéré et de l'utiliser pour un nouveau lancement. Et c'est ce qu'ils ont fait jeudi dernier. Donc le premier étage de la Falcon 9 avait déjà volé, il a été recyclé et ils ont réussi à relancer une fusée avec ça. Donc ça prouve beaucoup de choses et ça peut ouvrir la voie à une énorme réduction des coûts d'un point de vue voyage spatial, etc. Donc en un sens, ça peut quand même révolutionner la façon dont on va penser les vols spatiaux. Parce que si tu te dis, bah, je peux réutiliser quasiment 50% de ma fusée qui a déjà volé pour relancer une autre deuxième fusée,
bah tes coûts sont quand même vachement réduits et ça change beaucoup de choses. Tu peux dépenser ton argent, ton budget ailleurs pour quelque chose d'autre par exemple. Donc voilà. Donc pour moi c'est une prouesse un petit peu technologique. Et grâce à ça, apparemment, ils avaient fait 30% d'économie, juste en réutilisant un des étages. Vous imaginez, juste en réutilisant une des parties, 30% d'économie. Sachant que le lancement d'une fusée, juste le lancement, vaut environ 60 millions de dollars. T'économises pas mal, quoi. Bah, dire, quand tu fais 30%, t'économises un bon 20%, t'es content, quoi. Un petit 18 millions de dollars, t'es quand même content. Donc là, on a voilà, un petit diaporama, etc. sur le lancement de la fusée. Je vais pas vous embêter avec ça. C'est tout beau, c'est tout mignon, la fusée qui part et tout. Bref. Voilà, paf, et tout. Voilà. Non. Par contre, là, on va parler vraiment de la grosse annonce de cette semaine. Hein. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Je parle bien évidemment de Nvidia G-Assist. Je veux dire, c'est révolutionnaire. Vous avez vu? Une mini clé USB en forme de GTX 1080-1070 de référence, avec un petit design de référence, qui va vous permettre d'avoir accès au GeForce Ghostplay, au Nvidia Boss Boost et au Nvidia Nurture. Donc le Ghostplay, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous pouvez vous absenter pour une raison X ou Y, et en gros, le software va prendre votre place et va jouer à votre place comme si c'était vous. Donc ça se fait, tout se fait à base de genre machine learning, d'apprentissage neuronal, etc. C'est des systèmes qui sont extrêmement complexes, extrêmement compliqués, mais le système va réussir à imiter votre façon de jouer pour jouer à votre place, ce qui fait que vous pouvez vous absenter pendant genre 5-10 minutes et vous pouvez quand même jouer et gagner votre partie. De la même façon, le Boss Boost va vous permettre de battre des boss de la façon la plus rentable et stylisée possible en utilisant des scripts et des patterns, etc. Donc typiquement, ils ont montré un exemple sur Dark Souls 3, c'était vraiment convaincant. Dark Souls 3, c'est un jeu qui est extrêmement dur, et c'est le genre de moment où vous pourrez peut-être utiliser une aide externe pour battre ce boss. Je vois également potentiellement l'utilité avec par exemple Diablo. Quand vous êtes en tourment 8, ça fait mal au cul, et vous aimeriez bien pouvoir battre les boss plus facilement. Pareillement, on a d'autres choses, on a Nurture qui anticipe les besoins du joueur PC en commandant la nourriture, etc. Ils ont mis en place c'est un espèce de petit package de fonctionnalités géniales pour les gamers, qui bien évidemment est totalement fake. Les mecs sont là, fake. Non mais les mecs, vous m'avez pris pour un jambon, hein. Vous m'avez vraiment pris pour un jambon si je... Non mais voilà. Mais je vous invite quand même à aller regarder la vidéo sur le site Nvidia, qui est juste génialissime. Leur vidéo est juste géniale. C'est tellement professionnel, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien vendu. Genre ils sont tellement sérieux quand ils le font, etc. J'ai trouvé ça génialissime. Il y a également un autre poisson d'avril qui était assez fou. C'était Google Maps en Pac-Man. Donc vous pouviez jouer à Pac-Man sur Google Maps. Ça c'était aussi un excellent truc, c'était génial. Et la vidéo Google Wins qui disait genre en fait Google montrait qu'ils ont réussi à changer la météo, je crois que c'était en Norvège ou un truc comme ça, et avoir du beau temps en Norvège, grâce aux éoliennes, enfin pas aux éoliennes, mais aux moulins à vent, etc. GTX G-Assist et Game Train. Pop. Voilà. Bon, c'est tout pour le Tech Talk de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.